Donc, autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas, Salut Stéphane. président de Valumène. Toujours. Nicolas, oui, voilà, c'est ça. Aziz Seni, salut Aziz, entrepreneur, investisseur. Stéphane Van Nuffel, salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Netinvestissement.fr. Aziz, c'est toi qui voulais parler, on parlera après de la baguette, on va quand même pas démarrer avec ça. C'est toi qui voulais parler de l'apprentissage, et c'est très bien, je suis ravi qu'on puisse démarrer avec ça. Donc, succès spectaculaire de l'apprentissage, 718 000 contrats, dont 700 000 dans le privé, plus 37% en un an, et même parce que Elisabeth Borne a publié un point de vue dans les Échos là-dessus ce matin. Il y avait, on prend la mesure de ce qui se passe, 290 000 contrats d'apprentissage en 2017. 718 000, donc spectaculaire. Et alors, tous les niveaux de diplôme sont concernés. La part des entreprises de moins de 50 salariés est prépondérante. Et alors, donc, Elisabeth Borne écrit « L'apprentissage est enfin en train d'acquérir ses lettres de noblesse dans notre pays et de devenir un réflexe de plus en plus partagé par les chefs d'entreprise, les jeunes et leurs familles. » Moi, je trouve que c'est d'abord un succès des entreprises, contrairement à ce qu'on peut lire sur Twitter, où tous les politiques se félicitent comme s'ils avaient signé les contrats. Donc moi, je dis bravo à mes collègues chefs d'entreprise qui signent ces contrats. Et pour le voir autour de moi, sur ces chefs d'entreprise, PME essentiellement, on est quand même dans un contexte un peu particulier avec des difficultés de recrutement, une grosse problématique sur le sujet. Donc beaucoup utilisent ce contrat comme de la pré-embauche. On va prendre un jeune, on va le former et on espère qu'on va le garder. Donc on investit sur l'humain en espérant aussi s'inscrire dans la durée. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça que... On a une prime de 8 000 balles quand même pour investir dans l'humain. Tu vois, oui, mes amis chefs d'entreprise, tout ça, machin oui, et tout. Ok, mais oui, enfin... mais je ne crois pas que l'essentiel des chefs d'entreprise court après. On n'embauche pas parce qu'on a 8 000 balles 8 000 euros, pardon, excuse-moi. 8 000 euros c'est pas une embauche, c'est un contrat d'apprentissage. Oui, c'est mais beaucoup moins engageant. Mais ça s'inscrit dans une pré-embauche, pour moi, en tout cas, de ce que je vis, ça s'inscrit dans une pré-embauche. Donc, on ne court pas après 8 000 euros, on n'embauche pas parce qu'on a 8 000 euros de subvention. On embauche parce qu'on a un carnet de commandes, on embauche parce qu'on a une clientèle qui arrive ou qui va arriver, parce qu'on est confiant dans l'avenir. On embauche pour ça, on n'embauche pas parce qu'on a 2 francs 6 sous de subvention. Donc, je pense que, bien sûr que c'est un coup de pouce et que ça aide. On ne va pas cracher sur 8 000 euros, mais je ne pense pas que ce soit la motivation première de tous ceux qui recrutent aujourd'hui ces jeunes, qui signent des contrats et qui veulent tout simplement anticiper leur croissance et avoir du personnel qualifié, des collaborateurs qui s'inscrivent dans la durée. Bon, hurrah pour la France, comme disait le général de Gaulle après le premier essai nucléaire réussi dans le désert algérien. Pardon, je referme la parenthèse. Nicolas ? Non, moi je me réjouis. T'en as embauché des apprentis ? Eh ben oui. J'en ai pris un il y a 2 mois, effectivement. J'ai considéré qu'après avoir créé mon entreprise sur un effectif de 10 en interne, j'ai embauché mon premier apprenti parce que j'estime que c'est un devoir en tant que chef d'entreprise de contribuer à former notre jeunesse. Et en ça, pour répondre à ce que tu viens de dire... Oui, mais toi, dis donc, c'est quand même assez qualifié, puisque tu fais... du management de transition. Management de transition, etc. et tout. Donc les gars, ils sont bac plus 5. Oui, mais moi, forcément. Même au-delà, quoi. Non, j'ai pris un jeune parce qu'on est en train de travailler sur un gros projet de plateforme digitale. Donc j'ai pris un jeune en apprentissage qui est formé aujourd'hui sur les métiers de l'informatique. Je lui ai mis un chef de projet. Il travaille avec notre agence pour travailler sur un projet stratégique. Non, ce qui est important, on le dit toujours en économie, il y a une chose qui ne se vérifie pas, c'est le climat de confiance. Voilà. Les 8 000 euros d'aide... toute la politique qu'a mis, Dieu sait que je suis parfois assez critique sur le gouvernement, il faut reconnaître que ce qui a été mis en place et initié dès 2018, aujourd'hui a créé un terreau extrêmement favorable et extrêmement rassurant à la fois pour les familles et toute cette jeunesse, on en parlait encore tout à l'heure, qui est extrêmement touchée par la crise que nous traversons. Donc, ce n'est pas les 8 000 euros qui vont permettre c'est l'ensemble des ingrédients. La politique gouvernementale, l'enseignement, les jeunes, l'aide financière, c'est tous ces ingrédients qui permettent aujourd'hui de donner cet élan. Et moi, je me réjouis pour tous nos jeunes. Je te donne la parole dans un instant, Stéphane. Donc, quand même, réforme Pénicaud de 2018, qui est la clé du truc. Bah oui. Libéralisation de la création des centres de formation d'apprentis. Et maintenant, ils sont passés de 1 000 à 3 000 en France. Donc, en 2018, 2020, en 2 ans, tu as eu la création de 2000 CFA grâce à cette réforme. Stéphane ? Eh bien, alors... D'abord, c'était une promesse du candidat Macron qui a été tenue. Ça fait très longtemps que moi, sur plein de plateaux, et je pense qu'on avait eu plein de fois cette discussion, Stéphane, depuis une dizaine d'années, il était évident que c'était un trou qu'on avait dans la raquette, dans notre formation, cette notion d'apprentissage. Pour une raison très simple, c'est que j'ai fait une partie de mes études, moi,
en alternance. À l'époque, c'était des contrats pro d'alternance. Moi une aussi, semaine, une Stéphane. semaine. Voilà. Moi aussi. Et ce que ça m'a appris, dans un secteur qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait après, parce que je faisais un sub de co, donc bon. Et ben, j'ai appris un truc, c'est que dès le premier jour de mon stage en entreprise, on m'a fait faire de A à Z tous les services de l'entreprise, alors que moi j'arrivais, école de commerce, vous voyez, la tête gonflée de toutes mes certitudes d'être demain le patron de CAC 40. Et ben, j'ai retenu une leçon, c'est que c'était en plus c'était dans une boîte de recyclage, donc autant vous dire que ça vous envoie très fort. J'ai retenu cette leçon. Donc ça, c'est très important, parce que je pense que sur ces 700 000 contrats par rapport aux moins de 300 000 qu'il y avait il y a 5 ans, fondamentalement, on va espérer que dans l'écart, déjà, non seulement au-delà de la possibilité de trouver un emploi, parce que ça, on ne sait jamais. Est-ce que l'embauche va continuer derrière, 60%. etc. Voilà. Mais j'allais donner mon exemple chez Net Investissement. Et alors, nous, on a eu des stagiaires à tous les niveaux. Évidemment, le Master 2 de gestion de patrimoine, Bac plus 5, on le recrute, on l'a pendant 1 an ou 2, selon s'il fait un Master 1, un Master 2. Ça le prépare à l'identité de Net Investissement, à l'idée de faire son métier, mais c'est du haut de gamme, donc les mecs, évidemment, on les garde souvent derrière, parce que le recrutement du stagiaire ressemble à un recrutement d'un salarié. Ça, c'est le stage. C'est le stage dans le cadre du Master 2. Voilà, Net Investissement, c'est du digital. Donc, on a eu aussi des stagiaires à l'IT, donc du programmeur, etc. Donc là, déjà, on descend d'une strate de précision. Ça ressemble un peu plus à ce que disait Nicolas. Et là, c'est hyper intéressant, parce que ça permet aussi de tester des gens qui sont très différents, en particulier de ma personnalité. Donc, on vit avec des gens, ce serait une mauvaise surprise si on les salariés du jour au lendemain. Et après, je vais même plus loin. On a découvert en grandissant tout ce qui est middle office et back office. Alors, c'est pas encore le stage d'alternance, d'apprentissage en industrie lourde, mais là, tu tombes sur des futurs postes qui sont pas les plus reluisants. Tu vois, c'est du traitement administratif. C'est bon. Et ce qui est très important dans un métier comme le mien, il n'y a aucune formation universitaire pour ces postes-là qui sont pourtant indispensables. Et surtout, c'est ça qui est important. Des trucs de souscription, de vérification, de réglementation. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, ce qui est le problème dès que vous êtes une grosse boîte, et aujourd'hui, Net Investissement appartient à un grand groupe qui est confronté à ça, vous prenez des gens qui arrivent, s'ils ne s'intéressent pas ou si on ne les a pas intéressés à ce qu'ils vont faire, ça ne va pas les intéresser de faire de la paperasserie. Donc, cette mise en place, je finis juste là-dessus, cette mise en place, elle est hyper importante, autant pour le chef d'entreprise, et on ne va pas cracher sur l'argent qui est donné, parce qu'on paye finalement cette... Non, mais moi, alors là, j'ai un rôle social, évidemment. Pas les tiroirs, Stéphane. Derrière, je dis juste que c'est un bon moyen d'apprendre à vivre ensemble entre le chef d'entreprise et son futur salarié. Et nous, on a un peu plus de 50% des stagiaires qui sont restés, donc ça correspond apparemment à la moyenne nationale. Mais ceux qui ne sont pas restés sont partis faire autre chose. Enfin, 6 sur 10, pas forcément restent. 6 sur 10 sont en emploi. 6 mois après. Nous, ces 6 sur 10 sont restés chez nous. Les autres sont partis faire d'autres expériences dans d'autres entreprises. Aziz, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je trouve que c'est un bon sas pour rentrer dans une entreprise, à la fois pour le jeune qui découvre cet environnement, et puis encore une fois sur cette philosophie de pré-embauche. J'en parle parce que j'ai beaucoup ça autour de moi. Beaucoup se disent on investit pour pouvoir garder derrière, et surtout on a le sentiment que c'est un peu plus facile de passer par cette étape-là que d'aller recruter en ce moment directement sur le marché, parce qu'on galère un peu à trouver les bonnes compétences. Mais j'en reparlerai de demain, parce que il se trouve que Amélie de Montchalin, donc la ministre de la fonction publique, lance la plateforme de la marque employeur du secteur public. Et j'ai découvert qu'en fait, il y a une crise de recrutement pour le secteur public. Et quand tu mets les deux chiffres en parallèle, que tu te reportes 10-15 ans en arrière, que tu vois aussi le million de créations d'entreprises, tu te dis qu'on est peut-être en train, tranquillement, de vivre une pure révolution culturelle dans notre pays, autour de l'entrepreneuriat, autour de la prise de risque. Ce qui amène donc à cette histoire, ça c'est toi qui voulais en parler, Nicolas, cette histoire de banque pour les jeunes de Pécresse. Alors là aussi, je vais essayer de donner juste quelques petits éléments, parce qu'en fait... Il n'y a pas grand-chose. Et non, voilà. J'ai été sur le site de Valérie Pécresse, on n'a rien. D'ailleurs, sur d'autres sujets, là où j'ai essayé de creuser un petit peu ce que dit Valérie Pécresse, pour l'instant, on n'a rien. Donc à un moment, il va falloir que ça... Oui, il va falloir... L'immobilier, par exemple. L'immobilier, Ou la hausse des salaires de 10% qui est repassée à 3% en moins de 2 mois. Voilà. Dans un premier temps. Alors, non, par exemple, chose quand même très très importante, elle a annoncé ce week-end une suppression du forfait social sur l'intéressement à la participation. Ça, c'est une bonne nouvelle si c'est fait. Oui, mais tu n'as aucun... Ah ben non, il n'y a pas le détail. Aucun détail. Et gratuité de la distribution des actions gratuites, c'est-à-dire plus de taxes sur la distribution des actions gratuites.
Je vois ton sourire épanoui. Et l'un des membres de son staff dit il va quand même falloir qu'on trouve un moyen pour que ça ne soit pas réservé au seul patron quand même. Il ne faut pas que ça lui retombe dessus, surtout en conflit d'intérêts. Fasse attention à ces thèmes. Bon, donc Banque des Jeunes, banque du droit à l'échec. Cette banque ne se remboursera que si le jeune gagne, alors je cite Valérie Pécresse évidemment, que si le jeune gagne un certain niveau de salaire. Si ça ne marche pas, c'est l'État qui garantit. Extraordinaire. C'est fantastique. Ah, tu trouves ça fantastique, toi? Ah, mais je trouve ça fantastique, c'est-à-dire que... Tu peux être un peu taquin. C'est de droite. Ouais. Attends, on sent un peu d'ironie. Attends, On connaît un peu. On sent qu'il y a un peu d'ironie. D'abord, enfin, je veux dire... J'ai eu un doute. Je suis effaré par ce manque de préparation pour sortir des mesures dans un but électoraliste. Je trouve ça incroyable. Je veux dire, Valérie Pécresse, elle connaît rien à l'économie, visiblement. Il suffit de voir... ministre du budget, quoi. Oui, mais là, c'est là que c'est malheureux. Alors, non, mais là, je me pose vraiment franchement la question. Je veux dire, on sait tous, aujourd'hui, on a des centaines d'aides. C'est peut-être d'ailleurs ce qui tue notre pays. On a tellement d'aides, tellement de banques, d'investisseurs pour subventionner, aider des projets, aider les jeunes, des banlieues défavorisées, pour atteindre les plus grandes écoles. Tout existe aujourd'hui. Il faut arrêter de recréer des structures, des superstructures, des banques d'État qui vont venir financer, qu'elles se concentrent plutôt à faire baisser la dépense publique, à réduire les charges de l'État, à réduire cette pression fiscale, à améliorer les services publics qui n'ont pas cessé de se dégrader depuis 40 ans, plutôt que de créer des systèmes qui viennent complexifier, alourdir et finalement appauvrir notre pays. Voilà. La messe est dite. C'est une proposition d'ordre politique. On est en ce moment oui, c'est ce que je dis. Les catalogues, sans trop de détails, juste pour attirer le chaland et les lecteurs. Moi, quand j'ai vu cette proposition, j'ai été comme vous, j'ai été regarder ce qu'elle proposait derrière, il n'y a pas grand-chose. Ça m'a inspiré, j'ai pensé peut-être prêt d'honneur, j'ai pensé un peu la continuité des prêts pour les étudiants que les banques fournissent déjà, avec la garantie, il y a déjà des garanties derrière. Donc je me suis dit, c'est peut-être du marketing, on prend un truc qui existe et elle nous le remarkete, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, en termes de philosophie, dire on vous file de l'argent et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais comme tu l'as dit, Aziz, c'est la droite qui dit ça, c'est dingue. Mais qu'est-ce qui va rester à la gauche? C'est le déplacement des plaques politiques, la tectonique, ça dérive, la dérive des continents. Donc je ne sais pas, j'aurais bien vu la proposition dans la bouche de Mélenchon. Mais... exactement. Non, ou Anne Hidalgo et tout, tu sens bien. C'est pas très très loin finalement du revenu minimum du SMIC jeune. Ou du revenu universel, c'est pas très très loin du SMIC jeune. Philosophiquement, c'est un peu différent. C'est que là, moi, est-ce que tu garantis le risque? Il n'y a plus de risque. Non, il y a un risque que tu garantis pas. Il y a un risque. Je ne suis pas du tout pour le revenu minimum. Hein. Je te rassure tout de suite. Pour moi, c'est une ineptie absolue. Quand tu es libéral, c'est une ineptie absolue. Là, il y a un truc qui est un risque. C'est une fois de plus, encore, on va excuser. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et c'est pas droite-gauche. Sa démarche, Valérie Pécresse, elle peut être, on verra quand elle rentrera dans le détail. C'est que là, il y a la notion déjà qu'on part du principe que s'ils n'entreprennent pas, s'ils ne se lancent pas, s'ils ne réussissent pas, qu'ils deviennent salariés, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, peu importe, il faut qu'on leur garantisse qu'il ne leur arrivera rien au final et qu'ils ne devront rien. Et donc en fait, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vis avec le principe de ne pas mourir. C'est-à-dire c'est contre-philosophique. Ça. Non mais là, le libéral parle, qu'on soit de gauche ou de droite à partir d'un moment donné, mais donnez-nous la liberté de vivre. Si à un moment donné, tu leur dis, ben non, en fait, tu vas partir du principe qu'on prévoit déjà ton échec. Je ne sais pas si tu vois, au-delà de la finance, au-delà du coût, c'est au-delà du revenu minimum intellectuellement pour moi, c'est de mettre dans la tête de ces jeunes que déjà il y a une notion d'échec qui est tellement prégnante qu'ils risquent de devoir de l'argent à la banque. C'est lunaire, c'est lunaire. Non mais surtout, ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que l'échec fait partie du parcours et de la vie d'un entrepreneur. On apprend de ses erreurs. Sûr, ça il faut. Mais je sais de quoi je parle. Par exemple, moi, Stéphane connaît très bien mon histoire. Quand j'étais amené à mettre en redressement judiciaire mon entreprise, tout le monde m'a dit, Nicolas, mais est-ce que tu as une assurance chômage? Non. Est-ce que quand j'ai remonté mes nouveaux projets, on m'a vendu ces assurances par une assurance? Est-ce que je prends une assurance chômage? Non. J'apprends de mes erreurs. Le risque fait partie intégrante des gens qui veulent investir, créer. Et évidemment, quand tu crées, tu as des succès et tu as des échecs. Et donc, ça fait partie. Si on veut tout sécuriser, on va attirer des gens qui finalement ne veulent pas prendre le moindre risque. Je ne suis pas sûr qu'au final, ce soit les meilleurs entrepreneurs. Comme tu l'as dit très justement,
l'accumulation des aides et des dispositifs fait aussi... J'étais très surpris quand cette histoire de passe culture, bon, on ne va pas en reparler, hein, cette histoire de passe culture, en fait, n'est perçue que par à peine la moitié de ceux qui y ont droit. C'est-à-dire, il y a tellement de dispositifs dans tous les sens que ceux qui même veulent essayer de voir s'ils seraient concernés par l'un ou par l'autre sont noyés avant d'avoir la réponse à leurs questions. Et à contrario, tu as l'effet inverse, c'est que tu crées aussi des spécialistes de la recherche de tous ces dispositifs et qui deviennent des ingénieurs intellectuels de la recherche de subventions, d'aides, etc. Je parle aussi d'entreprises, pas que des particuliers. Et en fait, ils oublient que leur intelligence et leur énergie, ils devraient la mettre sur un projet concret et constructif et qui crée de la croissance, plutôt que d'aller chercher des subventions, des aides. Exactement. Ce qui nous amène à France 2030. Bruno Bonnell, donc, qui a donné quelques indications sur la façon... Donc Bruno Bonnell, vous avez suivi ça la semaine dernière, alors lui, multi-entrepreneur, et donc qui est en charge de la gestion de ce plan France 2030. Alors, on apprend d'abord que c'est plus que 34 milliards d'euros, c'est à peu près 50 milliards parce qu'il reste encore pas mal d'argent du grand emprunt Sarkozy, c'est vous dire, si tout ça, ça va vite. Et justement, Bruno Bonnell dit il faut plus de prise de risque, nous ne chercherons pas le retour sur investissement, il faut reconnaître à l'État le droit à l'échec sur les risques qu'il va prendre, 50% des sommes doivent être dirigées vers des acteurs émergents, et 50% des sommes sur la décarbonation. Enfin, les deux. Vous pouvez être acteur émergent et travailler sur la décarbonation. On est d'accord, c'est pas cumulatif. Voilà. Cette idée, reconnaître à l'État le droit à l'échec, m'intéresse beaucoup. C'est sympa pour la BPI. C'est très sympa de dire ça et d'entériner ce message, alors que la BPI a quand même fait un travail de dingue là, absolument, sur les 2 dernières années, et que c'est à eux qu'il faut donner les clés à cette équipe-là. Avec une philosophie, je tiens à le dire, radicalement inverse, puisque Nicolas Dufourcq, lui, et d'ailleurs, souvenez-vous de l'affrontement avec Ségolène Royal, Nicolas Dufourcq lui dit « c'est l'argent des Français, il faudra le leur rendre ». Et si possible, leur faire gagner de l'argent. Et c'est si la différence de Dufourcq. Ça me choque. Bruno, que je connais un petit peu, je lui dirais, mais jamais devant un conseil d'administration, tu tiendrais un discours comme ça. Il n'y a pas de retour sur investissement. Ça veut dire quoi? C'est à fond perdu? Ça veut dire que moi, mes impôts, je les donne sans espérer que... S'il y a du retour sur investissement, Stéphane Van Nuffel et ses amis peuvent le financer, tu comprends? L'État sert à ça pour moi. Il y a un retour sur investissement, quoi qu'il arrive. Ce que j'attends de l'État, c'est un retour sur investissement éventuellement financier. Il y a une agence des participations. Ce que j'attends de l'État, c'est un retour sur investissement social. J'attends une qualité de service. Aujourd'hui, est-ce que vous en avez pour votre argent au niveau des impôts que vous payez? Non, mais on parle du plan de relance, là. Attends. On peut aller plus loin. Non, mais ne partons pas sur un débat trop large. Reviens sur le plan de relance, les 34 milliards. Je dis que ce discours de dire il n'y a pas d'obligation de retour sur investissement et de manière un peu provocante, l'État a droit à l'échec. L'État a le droit à l'échec, il se l'accorde à lui-même. On parlait tout à l'heure des entrepreneurs. Le droit à l'échec des entrepreneurs, on peut aussi encore continuer à en reparler. Donc non, je ne trouve pas ça très responsable, cette vision et cette façon de faire. Les gars. T'es d'accord avec ça, Nicolas? Excuse-moi, Bruno. Hein. Non, mais c'est peut-être c'est peut-être une façon de l'aborder c'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire. Parce que si, exactement. Quand on a un sérieux entrepreneur, en général, c'est Non, je tiens à dire un truc. Il y a un bouquin très intéressant dont j'ai déjà beaucoup parlé, bouquin de Thomas Philippon, qui est universitaire, prof d'économie français, écrivant aux États-Unis, qui s'appelle Les gagnants de la concurrence. Et dans ce bouquin, pour lui, c'est l'une des clés aujourd'hui du retard technologique, on va dire, de l'Europe, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. C'est qu'en Europe, effectivement, on sanctionne, et on a traditionnellement sanctionné les responsables politiques qui sont allés dans de mauvaises directions d'investissement. Alors que, dit-il, aux États-Unis, on a beaucoup plus... Mais c'est normal, tu le disais, hein, c'est vrai pour toute la société, la culture de l'échec, y compris pour l'État. Vas-y, Nicolas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vais prendre... parce que je pense qu'au contraire, ce qui nous freine en France, c'est parfois notre manque d'audace et surtout notre manque de vision à moyen et long terme. Moi, j'ai toujours été impressionné, par exemple, par les Américains qui acceptent de financer, par le biais de l'État, d'entreprises privées, de banques, des projets comme, on va citer encore, désolé, Tesla, Amazon, qui ont accepté de perdre beaucoup d'argent, qui ont innové, sans pour autant savoir qu'ils allaient forcément réussir à 5 ans, à 10 ans. Non, c'est pas des programmes publics, mais à la marge, ce que je veux dire, c'est que je reprends en image, c'est-à-dire que l'État investisse sur des nouvelles technologies et qu'il y a un certain nombre de projets qui réussissent sur le long terme et d'autres qui échouent. Pour moi, ça fait partie
de la notion de risque. Et puis, quant au déficit, le droit à l'échec de l'État, on le raccorde depuis exactement 46 ans. On va atteindre les 3 000 milliards d'euros de dette. C'est pas pareil. Alors, à la limite, soyons très entreprises. Le droit à l'échec de l'État dont vous parlez, c'est l'OPEX. Oui. Et là, on parle de CAPEX. Là, on parle de CAPEX. Voilà. Et donc, c'est pas pareil. Mais moi, je peux comprendre qu'on investit. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de contrôle. Mais la prise de risque d'investir sur ces grands projets qui engagent le pays, je veux dire, quand on a lancé le TGV à l'époque, le nucléaire, des grands projets industriels comme Ariane Espace ou comme Airbus, on n'était pas sûr du succès à la base. Vous êtes très confiant dans le rôle de l'État actionnaire, dans le rôle de l'État investisseur. Excusez-moi, là, je vais te... Putain, si l'État investisseur était bon dans son rôle, ça se saurait. Et il l'est quand il veut, Aziz. Il l'est. Non, mais Aziz, le nucléaire, c'est bien. Ça a été, jusqu'à présent, ça a été quand même un grand succès en France. Il faut quand même une vision, entre guillemets, de portefeuille. Alors, il faut une vision de portefeuille. Je veux bien qu'on perde de l'argent parce qu'on investit là et qu'on s'est planté sur l'expérimentation, mais globalement, il faut quand même une vision où l'argent du contribuable, quand il est investi, on puisse se dire à terme, globalement, tout ça, ça va générer quelque chose et ça permettra une baisse d'impôts, ça permettra d'améliorer les services publics, ou que sais-je. Donc, moi, j'ai vraiment une trouille, c'est quand on dit à des... Excusez-moi, ça va être vraiment cliché, quand on dit à des énarques, vous avez le droit à l'échec, vous avez le droit d'investir et pas gagner d'argent, moi, j'ai une alerte, un truc rouge qui s'allume et qui dit, les mecs, voilà, c'est ça. Aziz a raison, mais il y a deux choses. Moi, dans ce que tu as dit, tu vois, alors moi, je suis pas resté du tout coincé sur le droit à l'échec. Sur le droit à l'échec, fondamentalement, l'État, le représentant politique, qui passe par la case élection, donc s'il rate, etc. Moi, ce qui me choque à un moment donné, et c'est là où je dis Dufour qui doit être dingue, c'est que la BPI, on leur a demandé, là, en particulier ces 2 dernières années, c'est pas nouveau, la BPI a fait du très bon travail sur cette équipe depuis plusieurs années. Mais là, en particulier, avec le PGE, le Covid, le machin, les fonds, la joint venture avec 1, 2, 3 IM pour aller faire de l'investissement en FCPR, etc. Les mecs se sont sortis vraiment l'esprit et ils ont eu des réflexes d'investisseurs privés alors que c'est l'argent de l'État. Et en particulier sur une grosse partie, PGE, etc., dans une optique de crise, de sauver les entreprises. Au cas où, ils ont été quand même hyper regardants sur la capacité de l'entreprise, malgré l'aide de l'État derrière, à survivre. Non, mais... Pas le PGE, Stéphane. Non, Nicolas, non. Attends, Nicolas, laisse-moi finir. Les chefs d'entreprise que nous sommes, oui. Bon, moi je l'ai pas eu, je n'ai pas demandé, mais les chefs d'entreprise que nous sommes, on a trouvé le moyen de moyenner. C'est juste que les chefs d'entreprise ont tous pris le PGE alors qu'ils n'en avaient pas besoin, en disant c'est de la trésorerie. Et ça, c'est l'ingénierie sur l'ingénierie. Bon, je reviens sur ce que je dis. Et Stéphane, je te l'ai déjà dit 20 fois sur le plateau. L'État français, et c'est le libéral qui parle, l'État français doit se comporter comme un État anglo-saxon, comme des États américains. Les Américains, quand l'État se mêle d'un truc, devient ultra-soviétique dans le pilotage d'un projet, la seule contrainte qu'ils demandent, c'est qu'il faut que ça rapporte au moins $1 aux contribuables américains. Dans l'esprit américain, il est inacceptable dans cette phrase qu'on imagine que ce soit flat, que ça ne rapporte pas d'argent. Tu ne fais pas un investissement, que tu sois État ou privé, sans vouloir gagner de l'argent. Pour une raison très simple, gagner de l'argent, ça n'est pas engraisser les actionnaires. C'est ça le problème du discours en France, c'est faire de l'investissement. Et si tu crées un investissement qui lui-même crée des marges pour recréer de l'investissement, tu as gagné. C'est l'erreur française. Il ne faut pas que l'État français gagne de l'argent. C'est sale. Un chiffre, parce qu'on en parle assez peu, nous. Les Anglais avaient 2 modes de distribution du PGE. Un mode un peu comme nous, avec une garantie à 80%, je crois que c'était 80% distribué par les banques. Puis un autre mode, garantie à 100%. Vous avez vu le truc là, le soupçon de fraude devant lequel ils sont, 5 milliards de livres. 5 milliards de livres. C'est pas la faute de l'État anglais. Non, mais ça veut dire que quand même le contrôle des banques, tu vois, tu parlais de la BPI, les petits 10% de banques qui ont fait que quand même les banques responsables de 10% ont regardé à qui elles filaient ce PGE, c'était nécessaire. Mais Stéphane, quand tu fais des financements de projets avec la BPI à l'époque, je ne parle pas de PGE, BPI plus banque, il ne faut pas croire que le mec de la BPI, il arrive avec une veste en velours côté et qu'il ne comprend rien. Il est aussi dimensionné que ton banquier. Un mot, Aziz, parce que tu voulais... il nous reste quelques minutes, on va pas, mais ça m'intéresse, moi, ce que tu as à dire là-dessus. Impact de la culture, donc woke, tout le monde sait de quoi on parle, sur le management, il y a quelque chose que tu vois monter qui t'intéresse? Je vois des petites alertes comme ça, et il y a une actualité qui m'a un peu choqué, c'est cette actrice anglaise qui s'est mise à pleurer devant la caméra sur Sky News,
en s'excusant de ne pas être noir. Et je me suis dit... assez noir. Assez noir, pardon. Et il y a des petites... On sait qu'il y a un décalage entre cette culture anglo-saxonne et ce qui nous arrive chez nous de 5 ans. Et je vois des petites alertes comme ça et je me dis, est-ce qu'on ne va pas finalement se retrouver avec des problématiques de ce type à gérer dans nos entreprises, avec cette woke culture qui va devenir un paramètre à gérer en plus de déjà tout ce que nous avons et qui va venir impacter tout simplement l'organisation, le recrutement. Et je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Tu as vu, alors, non, mais il y a actualité quand même. Donc pas entre grâce à toi d'ailleurs, parce que j'étais passé au travers, c'est le premier anniversaire de la plateforme anti-discrimination. Donc je savais même pas qu'il y avait une plateforme anti-discrimination qui avait été... voilà. 14 000 appels en un an, 50% sont liés au travail. Donc c'est 7 500 dossiers liés au travail en termes de discrimination. Est-ce que c'est un sujet réel? Est-ce qu'on se dit que c'est rien du tout, peanuts, au regard des 20 millions de salariés en France? Je sais pas. Non, mais il y a... Vas-y. Non, mais vas-y. J'allais te poser une question. Je trouve, encore une fois, c'est pas là, c'est encore les mêmes méthodes qui conduiront au même résultat. La problématique gérée par l'État de l'antidiscrimination, je trouve que c'est une gabegie, c'est une perte de temps et ça ne sait pas faire. La problématique, elle se trouve dans les entreprises, elle se trouve dans la formation des DRH, elle se trouve aussi à la hauteur et au niveau des candidats. Donc il y a toute une culture et une éducation, une formation à faire et l'État prend ça sous l'angle un peu politique. On voit bien la porte par laquelle on rentre avec l'antidiscrimination, le SOS racisme, ne touche pas à mon pote, le machin, le truc. Donc je vois bien qui peut en profiter. Mais de manière factuelle, je préférais qu'on passe par les entreprises, par la formation. Il y a des problématiques et ils se règlent de plus en plus. Et plutôt que de stigmatiser le salaud d'entrepreneur ou le salaud qui recrute, ou bien de tu l'as pas vu stigmatiser. Là, je t'en parle, j'ai été le chercher d'ailleurs. Ou de victimiser l'autre partie. C'est important de victimiser le candidat. En fait. Moi, je suis vraiment pour qu'on essaye d'améliorer les process de recrutement en interne sans jeter l'opprobre et en pensant, parce que la woke culture, c'est ça, c'est de présumer que tout le monde est raciste globalement, que tous les blancs. Mais c'était fondé, Aziz, quand même, au départ, historiquement, quand même. Ça vient des États-Unis, il y avait une apartheid comme ça, rigolez pas. Je ne vais pas te parler de mon arrière-grand-père qui ceci ou que cela. Bon, les amis, on marque une pause. On marque une pause, c'est important aussi, les pauses. C'est notre EBITDA à nous, vous savez, les pauses.